la dure bataille pour la reconstruction du Congo, la victoire est à notre portée. Voilà toutes nos compassions à nos compatriotes de l'Est du pays qui vivent le 382e jour d'agression de la République démocratique du Congo par le M23 et alliés. 20h à Kinshasa, 1 heure de plus au village Moge, dans le territoire de Kapanga, au Katanga. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal magazine de tous les dimanches qui recevra aujourd'hui le professeur Mac Toumba Jérémy, coordonnateur ITIE pour la République démocratique du Congo. Eh bien, il nous parlera justement de la suspension de la République démocratique du Congo au processus de l'ITIE, initiative pour la transparence dans les industries extractives. Un autre invité, je dirais une autre invitée, Madame Thérèse Olenga, qui est ministre provinciale en charge de l'éducation, qui certainement abordera la question sur la tenue demain de la dissertation pour le compte des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2012-2013. Parmi les dossiers, quid du travail manuel dans les écoles aujourd'hui, Élisée Kambala nous apportera quelques précisions. À présent, place à l'actualité. Voilà, chers téléspectateurs, pour tous les dimanches, vous allez devoir vous habituer également à Madame Mireille Ndeke Ami dans ce journal. Bonsoir Mireille. Bonsoir Fabrice Wanzengue. Eh bien, l'actualité aujourd'hui, c'est la signature, après 3 jours de travaux, d'un accord général de coopération sur la sécurité le long des frontières communes et des échanges économiques entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et celui du Soudan du Sud. C'était au Grand Hôtel Kinshasa, Jacques Abouaba, Oscar Mbalkaïj. Il a fallu toute une nuit d'échanges et d'amendements pour enfin produire un texte qui rencontre les préoccupations des deux pays respectifs, la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud. Un accord de coopération générale a été signé par les deux parties. Du côté congolais, c'est le vice-ministre des Affaires étrangères, Célestin Toundé Akasende, représentant le ministre Raymond Tshibanda, qui a posé sa signature sur ce document. Et du côté du Sud-Soudan, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nial Deng Nial. Échange de documents entre les deux personnalités à la grande satisfaction des experts des deux pays. Cet accord concerne les questions de sécurité le long des frontières communes, les échanges sociaux, économiques et culturels. Clôturant les travaux de cette commission mixte spéciale RDC-Soudan du Sud, les ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Muyej, a redit la volonté commune de deux chefs d'État, Joseph Kabila Kabange de la RDC et Salva Kiir Mayardi du Soudan du Sud, la sécurité et la paix pour la promotion de leurs économies et finances respectives. C'est aux heures de midi que la délégation gouvernementale du Sud-Soudan a quitté Kinshasa pour Djouba, cadre choisi pour les prochains travaux. Les guerres récurrentes en Afrique sont à la base de mouvements de populations qui traversent leurs frontières respectives pour se réfugier dans le pays voisin. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku, en sait quelque chose, lui qui revient de l'Afrique du Sud où il a participé à un forum sur la question des réfugiés. On l'écoute. Je reviens de Pretoria dans une forte délégation du gouvernement congolais qui était conduite par le ministre de l'Intérieur, son Excellence Richard Muyej, autour d'une grande question qui était débattue par 12 pays sous la facilitation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il s'agissait en fait de ce qu'on appelle en termes techniques la clause de cessation du statut des réfugiés rwandais. Parce que comme vous le savez, il y a une convention de Genève de 1951 qui dispose que les réfugiés ne peuvent pas continuellement vivre à l'extérieur si les conditions dans leur pays se sont déjà améliorées. Et que donc, au terme de cette clause, le Rwanda a sollicité que tout le pays qui abrite ses compatriotes puisse signer cette clause de cessation, estimant qu'au Rwanda, la situation s'est améliorée et qu'il n'y a donc pas de raison que des réfugiés continuent à rester continuellement à l'extérieur parce que les conditions de vie, les conditions sécuritaires ne sont pas comme dans d'autres pays. Voilà globalement
de quoi il s'est agi à Pretoria, où 12 pays ont analysé cette question pour voir si on peut signer cette clause de cessation pour que les réfugiés rwandais cessent de l'être et que finalement ils aillent chez eux. Surtout que chaque mois, chaque année, il y a des réfugiés rwandais qu'on continue à rapatrier. Et que donc si la RDC signe la clause de cessation, c'est que toutes ces personnes-là qui ont la volonté de rentrer chez eux vont devoir rester en RDC alors que nos lois ne permettent pas qu'on puisse acquérir la nationalité de façon collective. Voilà Mireille, la suite du journal. Eh bien, une réunion bénéfique pour la République démocratique du Congo, les Task Energy, s'est réunie à Washington autour de la question du financement des travaux de construction du barrage Inga 3. La délégation congolaise à ces assises a été conduite par le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, qui a également présidé la réunion des ministres des Finances francophones sur la création de la réseau. Rikin Zuziloya pour le reportage. C'est sous la présidence francophone de la République démocratique du Congo que l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, envisage de créer le réseau économico-financier de ses membres. C'est pour permettre les échanges techniques en matière de gestion des finances publiques et le financement des projets de développement des pays de l'espace francophone à faible revenu. Et ce à travers un financement appelé innovant. La valorisation des compétences des administrations financières des États partis à l'OIF étant démise. Pour le ministre congolais délégué aux finances, Patrice Kitebi Kibonvoul, qu'assistait le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Jean-Claude Massangou, la réunion présidée par la RDC à Washington vise à poser les bases pour ce réseau et adopter les modalités de son fonctionnement. Une autre réunion était celle du Task Energy, l'initiative du caucus africain au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Bruno Kapanji, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, s'est joint à Patrice Kitebi. Ils ont ensemble plaidé en faveur du projet de construction du barrage Inga 3, dont la pose de la première pierre est prévue d'ici 2015. L'attention des partenaires a été sollicitée par la délégation congolaise, d'autant que ce projet reste vital pour tout le continent africain, voire. Restons toujours dans ces chapitres pour vous apprendre également que la République démocratique du Congo vient de signer un accord de près de 8 milliards de dollars américains avec le fonds de l'OPEP pour le développement international, et ce, dans le but de financer la réhabilitation des routes à Kinshasa, parmi lesquelles la route Kimwinza et celle de la Croix-Rouge. Encore une fois, Rikin Zuzuloya pour le reportage. C'est aux États-Unis d'Amérique que la partie congolaise, représentée par le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, a signé l'accord de prêt de 8 millions de dollars américains avec le fonds de l'OPEP pour le développement international, OFID en sigle. C'est pour financer les travaux de réhabilitation et de bitumage des 5 artères des quartiers populaires de Kinshasa, à savoir Ngaba Biangala, chaussée de Kimwenza, avenue Croix-Rouge, route Kisenso et Bianda. Avec cet appui, le directeur général de OFID, Souleymane Al-Erbisha, son organisation renforce sa participation au développement de la RDC, l'un des pays producteurs du pétrole, qui va désenclaver les quartiers populaires de sa capitale et assurer ainsi une bonne liaison des 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Patrice Kitebi se félicite de ce partenariat. Nous apprécions fortement ce partenariat qui est en train de monter en puissance. La RDC est un immense chantier. Les projets sont dans tous les secteurs. Notre souhait est d'organiser à Kinshasa une conférence des investisseurs arabes pour qu'ensemble on voit de quelle manière vous-même, OFID, et les autres institutions de développement arabes pourraient prendre une place de plus en plus importante dans le financement des projets et programmes. Opération gratuite de quelques malformations physiques, c'est pour bientôt. Acte louable de la première dame de la République, Marie-Olive Lembe Kabila. La mobilisation de malades concernés se poursuit sans incident, comme nous l'indique cet élément de reportage. Après plusieurs jours d'annonces à travers les médias, les familles des militaires et des policiers, dont les membres ont des malformations faciales, se sont présentés en grand nombre pour bénéficier de cette bienfaisance de l'épouse du chef de l'État à leur égard sur la gratuité des interventions chirurgicales qu'ils vont subir. Ce sont des médecins espagnols que Marie-Olive Lembe Kabila a fait venir pour traiter des cas tels que le goitre, la cataracte,
la fente labiale et ce qui a trait à l'autoscopie. Ces familles, des militaires et des policiers, ont vu leur espoir renaître grâce à cette prise en charge de la première dame de la République. Quelques patients subissent déjà des examens à l'hôpital de référence du Kankokolo sous la coordination de la présidente de l'Association des épouses des militaires et des policiers, Georgette Ondekane. Marie-Olive Lembe-Kabila va plus loin en réhabilitant le pavillon 2 de l'hôpital général de référence de Kinshasa, du bâtiment à la literie et le bloc opératoire pour interner ces malades dans des meilleures conditions. Des opérations, elles, interviendront du 26 avril au 3 mai et les médecins espagnols arrivent à Kinshasa le 24 avril prochain. Voilà la semaine en 5 avec vous, Mireille Ndeke. La rédaction du journal télévisé a répertorié pour vous, chers téléspectateurs, quelques activités ayant marqué la semaine, parmi lesquelles la motion de censure contre le Premier ministre, laquelle motion a été rejetée, la suspension de la RDC à Litié et la disparition brutale de l'éditeur de l'Observateur. Nous citons Makenda Avoka. La semaine en 5 avec notre confrère Antoine Roger Bolamba. L'actualité de la semaine a été marquée principalement le lundi 15 avril 2013 par la motion de censure contre le gouvernement Matata initiée à l'Assemblée nationale par l'honorable Mayo. Cette motion de censure a été finalement rejetée parce que le 1/4 des députés, soit 125, n'a pas été atteint. Cette motion de censure n'a été par conséquent qu'un acte manqué. Le ministre provincial de l'Éducation, Mme Thérèse Olenga Kalonda, a fixé le 16 avril l'opinion sur les frais de participation aux examens d'État. Selon l'hôtel de ville de Kinshasa, a-t-elle souligné, 16 000 francs congolais, c'est le montant à payer pour les hors-sessions et 10 000 francs congolais pour la session ordinaire. 18 avril 2012, 18 avril 2013, un an s'est écoulé depuis la désignation de Augustin Matata Ponyo-Mapon comme Premier ministre par le président de la République. Au cours d'une conférence de presse qu'il a animée, à cette occasion, loin de faire le bilan, il a souligné les deux aspects importants qui retiennent son attention. Consolidation du cadre macroéconomique et la paix, surtout à la partie est de la République. La République démocratique du Congo a été suspendue du processus initiative pour la transparence dans les industries extractives. C'est une décision du conseil d'administration de l'ITIE international. De son côté, le gouvernement de la République a pris acte ce 19 avril de cette décision. Par le deuxième vice-président du comité exécutif de l'ITIE RDC, le ministre de l'Environnement, Bavon Tsamputu Elima, la RDC a déclaré qu'elle ne baisse pas les bras, mais sous l'impulsion du Premier ministre, elle poursuivra des efforts, reconnus par ailleurs par l'ITIE international, pour atteindre la conformité. Au Sénat, le 19 avril, 9 projets de loi sur l'aéronautique civile ont été finalement adoptés. Défendu quelques jours avant par le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo, cet exercice dotera la République démocratique du Congo d'une bonne loi sur l'aéronautique civile. Terminons avec la disparition de André Makenda Avoka, qui nous a quittés. Le patron du quotidien L'Observateur a été réellement un homme avec des talents exceptionnels. Le Premier ministre s'est rendu au temple protestant au cours du culte où il a déposé le gerbe de fleurs. Les professionnels de la presse et ses amis en général ont témoigné du bien de l'éditeur André Makenda Avoka. Pas d'inquiétude pour vous qui n'avez pas eu l'occasion de lire les titres de journaux pendant la semaine. Eh bien, notre confrère Benjamin Kawanga Chinaï Bukasa l'a fait pour vous. Il a sélectionné quelques titres suivants. Contre Matata, lundi 15 avril 2013, dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Ils étaient 42 à avoir retiré leur signature de la motion de censure du gouvernement Matata, initiée par les députés Jean-Baudouin Mayo-Mambeke de l'Union pour la Nation des Vital Kamerhe. Sur les 137 signatures récoltées par les motionnaires, il ne restait plus enfin de vérification que 95 paraphes valables, insuffisant pour que la motion soit déclarée recevable. L'initiative des hommes des Vital Kamerhe devra donc par ici à passer le cap de la recevabilité faute de réalisme politique.
Pour atteindre le nombre de 5 requis, les députés UNC avaient procédé par remplissage, empruntant le gros de leurs troupes parmi les députés de la majorité. La stratégie n'a pas manqué de naïveté, constate le maximum. Même information est relayée par les quotidiens La Prospérité. S'agissant de l'agenda caché du M23, le Rwanda tient à gérer le Kivu, alors que les rebelles du M23 menacent de faire front contre les casques bleus de la brigade spéciale neutre des Nations Unies, à déployer au nord Kivu à la fin de ce mois. La ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, a jeté davantage d'huile au feu le mardi 16 avril 2013 à partir de New York. En effet, au sortir d'une réunion du Conseil de sécurité dont son pays assure la présidence pour le mois d'avril, elle a déclaré aux médias sans se voiler la face que la crise congolo-congolaise du Nord Kivu n'avait pas besoin d'une solution militaire, révèle le phare. Toujours dans ce même registre, à la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Rwanda tente d'expliquer l'insuffisance de l'action militaire, titre la référence plus. En dépit des menaces, l'armée sud-africaine promet d'écraser le M23, rapporte les palmarès. Selon les mensuels qui accompagnent la pacification de l'Est de la RDC, Kivu One Magazine, 3 fois déplacés, ils sont de la région de Rutshuru où la guerre s'est enlisée depuis mai 2012. Les rebelles sont devenus M23 après avoir tenté une incursion dans le territoire des Massissi. Voilà, autre volet de ce journal, le dossier de notre consoeur Élisée Kambala qui met un accent sur le concept travail manuel, concept qui tourne à l'abusif dans les écoles et perd même sa substance. Pourtant, de la qualité des enseignements requis dépend l'avenir de la jeunesse qui s'attend à une éducation intégrale. Le premier dossier. Assurer une éducation pour tous constitue l'un des objectifs de l'enseignement en République démocratique du Congo. La libéralisation de ces secteurs a renforcé l'élan de la promotion du système éducatif en milieu jadis oublié du pays. Au-delà de toutes ces performances, une question mérite d'être posée, à savoir comment aspirer à un enseignement d'excellence en RDC. Il est certes vrai que les efforts multiples et multiformes sont entrepris pour réhabiliter, voire construire des établissements scolaires, mais beaucoup reste à faire, surtout en matière du respect du code éthique en rapport avec la révolution de la mentalité. Les investigations effectuées à travers quelques écoles de la ville de Kinshasa révèlent l'engagement réel pour quelques opérateurs de l'éducation de s'investir dans l'observance des normes pédagogiques lorsqu'il faut soit évaluer les élèves, soit les punir en cas d'indiscipline. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres qui, à la place véritable travail manuel, exigent curieusement le balai, le savon, le papier hygiénique, parfois font payer cela en espèces. Pour le travail manuel, on demande des savons, des balais, des papiers hygiéniques. Ce n'est pas ça le travail manuel. D'habitude, quand elle rentre à la maison, elle me demande de l'argent pour acheter le balai. Ce n'est pas ça le travail manuel. À mon avis, il y a un problème au niveau du système éducatif congolais à l'heure actuelle pour accéder à cette assurance qualité. Cela nécessite des réformes en profondeur. Nous devons adapter notre système éducatif aux réalités actuelles. Jusque-là, nous continuons à appliquer un système éducatif inspiré de la colonisation. Mais nous autres, quand nous avons étudié, on ne nous a jamais demandé d'amener de l'argent à l'école pour le travail manuel. Mais cette volonté, malheureusement, rencontre des obstacles de la part de certaines personnes qui voudraient toujours rester dans la médiocrité. Certains observateurs qui n'approuvent pas ce genre de pratique définissent autrement ce qui est appelé abusement, travail manuel. Le travail manuel, d'après nous, c'est un travail qui doit être produit par l'enfant manuellement, avec ses mains. Donc c'est un effort que l'enfant doit présenter avec ses mains. Il produit un travail, il produit quelque chose. Par exemple, la fabrication des enveloppes, entretenir la cour de l'école. Il peut faire le tricotage, la fabrication
figure géométrique. Accéder à un enseignement d'excellence, les systèmes éducatifs congolais en disposent des atouts. Il suffit d'un minimum de volonté de certains promoteurs d'écoles pour y parvenir et surmonter les antivaleurs qui l'encombrent dangereusement. Car la formation de la jeunesse, avenir de demain, en dépend. Voilà, nous l'avons annoncé tout au début de notre journal. Il s'agit de Mme Thérèse Olenga Kalonda, qui est ministre provinciale en charge de l'éducation. Eh bien, Madame, bonsoir. Bonsoir. Justement, vous êtes venue pour la tenue demain déjà de la dissertation pour le compte des examens d'État, mais vous avez suivi cet élément. Un tout petit commentaire avant de vous lancer sur la dissertation. J'ai souri. Sur le programme, il est prévu un travail manuel. C'est réellement un travail manuel. Remplacer le travail manuel par une demande d'argent, vous comprenez que ce sont peut-être là les abus consécutifs au contexte de pauvreté. Eh bien, Madame, demain, ce sera déjà l'examen de dissertation. Comment la ville s'est préparée ou le secteur de l'éducation s'est préparé? La ville, le secteur de l'éducation s'est bien préparé. C'est pourquoi je suis venue au nom de l'exécutif provincial de Kinshasa, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, André Kimbuta, rappeler à l'opinion que nous allons avoir demain dans nos rues plus de 101 000 élèves, nos finalistes des humanités. Ils vont donc s'atteler à leurs épreuves de la hors-session qui commence par la dissertation. Demain, j'ai un message, peut-être à 3 volets. Le premier volet en direction des parents, s'il vous plaît. La sérénité pour les enfants quand ils quittent la maison et votre bénédiction. Je voudrais en appeler aussi aux automobilistes et aux usagers de la route de pouvoir faire place en priorité à nos bleus et blancs. Et enfin, peut-être le plus important, ce sont les chefs des centres. Aucun enfant ne doit être interdit d'accès dans la salle des épreuves pour faute de paiement de Minerval. Aucun. Tous doivent avoir accès à leur salle et présenter en toute sérénité leurs examens. Vous avez pris les dispositions pour que les enfants ne soient pas chassés? Les règles sont annoncées et les responsables sont là pour pouvoir les appliquer. Et justement, le gouverneur de la ville, nous avons installé la tradition de visiter quelques centres. Peut-être que ça va bien se passer dans les centres que nous aurons à visiter. Les bourgmestres sont invités à se déployer. Nous avons dans la ville 205 centres disséminés à travers le territoire. C'est là le bénéfice de la décentralisation. Mesdames et messieurs les bourgmestres, comprenez que cela vous concerne aussi. Prenez le relais pour vous rassurer que tout se passe comme il se doit. Et donc, cette épreuve prend 4 heures, de 8 heures à 12 heures du matin. Et 12 heures, les élèves doivent avoir terminé leurs épreuves. Et nous voulons que cela se passe correctement, que les chefs des centres soient là, que les superviseurs fassent leur travail, que les enfants aient confiance en eux-mêmes. Pas de tricherie, on ne triche pas dans la vie, on ne se construit pas par la tricherie. Bien au contraire, le Congo a besoin des femmes et des hommes de valeur. Merci Madame, merci pour votre participation à ce journal. C'est moi qui remercie la RTNC, bravo, je vois que vous avez rénové votre studio, félicitations. Merci beaucoup Madame, merci. Deuxième dossier, la cité d'Nkamba, siège de l'église kimbangiste dénommée Jérusalem, dans la voie d'un développement autocentré, initiative surtout des fidèles kimbangistes qui souhaitent l'épanouissement de cette cité. Un dossier de Pascal Kossi. Une église investie dans la foi pour que les croyants bénéficient de la grâce divine. Mais le chrétien doit s'épanouir par les œuvres divines, d'où l'obligation pour l'Église d'investir dans les secteurs sociaux. En Kamba, comme partout ailleurs, l'Église kimbangiste, au fil des ans, ne cesse de le prouver dans sa vision de donner à ses croyants les possibilités du bien-être et de développement intégral. Pour la santé des croyants, l'Église kimbangiste a construit des centres de santé et des hôpitaux. Aux côtés de chaque église fonctionne un centre de santé comme celui-ci, le centre de santé de Masisaki-Kyunga de Yanda. Notre centre hospitalier kimbangiste de Masisaki-Kyunga a environ plus ou moins 56 lits. Nous recevons au moins 25 à 30 malades par jour. Et les cas les plus fréquents ici, c'est le paludisme, la fièvre typhoïde, l'hypertension,
diabète et autres. Ce qui attire de partenaires évoluant dans le secteur de la micro-assurance maladie. Dans le cadre d'un partenariat qu'on est en train de mettre en place avec l'équipe Kimbanguiste, dans le cadre des soins de santé et frais funéraires et aide à la population dans le cadre de la maladie. Ça, c'est le but de notre opération avec Kimbanguiste. L'église Kimbanguiste construit des écoles à travers tout le territoire national, différentes sections qui mènent à l'examen d'État et d'autres à l'enseignement professionnel, en plus de l'université Kimbanguiste. Ce qui, au jour d'aujourd'hui, témoigne de la construction des maisons d'habitation des enseignants et autres cités, telles que la cité de Nkendolo, par les Kimbanguistes eux-mêmes, hommes et femmes. Kamba, jadis un village, se métamorphose. La politique de l'habitat reste démise. Il y a 42 ans, j'ai eu l'occasion de venir ici. Et à l'époque, il n'y avait rien, pas de cathédrale, pas de village comme tel que vous voyez ici. Cette maison est construite par les relégués Kimbanguistes. C'était au nombre de 37 000 familles, représentant 150 000 martyrs. En guise de souvenirs, éminence Papa Simon Yangani leur a donné ce travail de construire cet immeuble. La première maison est construite par le mouvement social de la surveillance Kimbanguiste et la deuxième par le groupe Fluki. La troisième, c'est l'œuvre de la grande chorale des dirigeants. Et la quatrième, le groupe théâtral Kimbanguiste. Le développement, l'église Kimbanguiste le voit aussi dans l'agriculture et l'élevage, seule source de revenus pour l'autosuffisance alimentaire de tous et de chacun dans cette partie de la province du Bas-Congo. Voilà un communiqué dans ce journal. La communauté évangélique de l'Alliance au Congo, CAC, en sigle, informe le public que sa parcelle 6 avenue de l'église numéro 9, quartier Joli Parc à Ma-Campagne, dans la commune de Ngaliema à Kinshasa, n'est pas à vendre. Gare donc aux acheteurs de mauvaise foi. Et escroc, c'est signé pour le représentant provincial de la CAC, Nixon Kumbu, représentant principal adjoint. Voilà, comme annoncé, nous avons un deuxième invité dans ce journal. Il s'agit du professeur Makdumba Jérémy, il est coordonnateur ITIE en République démocratique du Congo. Bonsoir, monsieur le professeur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Eh bien, la RDC est suspendue du processus ITIE. Eh bien, pourquoi, comment sommes-nous arrivés à cette situation? Il faut tout de suite corriger. La République démocratique du Congo est suspendue temporairement de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Et cela, ça compte beaucoup parce que les organes de presse reprennent ça. Une suspension peut être un arrêt, mais c'est temporaire en ce qui concerne la décision. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette suspension? Avant que je réponde à cette question, il faudrait que je vous précise que l'initiative pour la transparence dans les industries extractives fonctionne sur base des règles. Et les règles sont applicables de manière équitable pour tous les pays membres. Et il y a 36 pays. Alors, ces règles sont basées sur le fait qu'il faudrait, pour qu'un pays soit déclaré conforme à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, satisfasse à 21 exigences. Alors, donc, il n'y a pas question de dire on a satisfait à 20, il reste une. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous avons satisfait à 15 exigences. Donc, comme ça, je reviendrai à vous répondre. Donc, si vous avez satisfait à 15 exigences, on vous donne principalement 6 mois pour améliorer les exigences non satisfaites. Donc la RDC a 6 mois? Non. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, il y a une autre règle, donc une autre exigence. Notre pays a déjà participé 2 fois à la validation. Donc en 2010, nous étions soumis à une validation au processus de l'ITIE pour devenir pays conforme. Nous n'avions pas atteint ce statut. Et pour la seconde fois, les règles disent, lorsqu'un pays passe pour la seconde fois à la validation,
et qu'elle ne satisfait pas, elle doit être exclue pour au moins 5 ans, selon les règles, donc radiée de l'ITIE. C'est après 5 ans qu'un pays peut... La RDC n'est que suspendue. Maintenant, en ce qui nous concerne, c'est de bonne foi que nous devons déclarer que nous sommes très satisfaits qu'au lieu d'être radiés selon les règles, la République démocratique du Congo est suspendue temporairement pour 12 mois afin d'améliorer son rapport compte tenu des progrès immenses, énormes que la République démocratique du Congo a déployés dans le secteur des extractifs. La RDC est suspendue. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous comptez faire pour rentrer dans l'ITIE? Nous ne rentrons pas. Donc, alors, il faudrait aussi une précision. Pour que la suspension soit levée. Il faut aussi une précision de taille qu'il faudrait donner à l'opinion. La République démocratique du Congo n'est pas suspendue de l'ITIE, mais le statut de pays conforme de la République démocratique du Congo est suspendu. C'est-à-dire, nous redevenons un pays qui doit rechercher à devenir pays candidat, puis pays conforme. Ce sont ces choses pour lesquelles, d'ailleurs, nous avons toujours voulu que les organes de presse qui diffusent des informations vraiment de grande taille et de grande importance soient informés. Donc la République démocratique du Congo continue à siéger. Et je voudrais vous informer déjà pour preuve que hier, Jean-Claude Katende, qui est membre qui était membre et qui devrait normalement sortir du conseil d'administration, vient d'être réélu comme administrateur au conseil d'administration et nous attendons les élections du mois de mai et vous verrez la République démocratique du Congo sera élue comme membre siégeant en dehors de la société civile. Donc ce n'est pas le pays qui est suspendu, c'est le statut du pays. Nous continuons à œuvrer dans l'ITIE pour améliorer notre rapport afin de devenir pays conforme. Alors voilà, merci beaucoup pour votre participation. Peut-être dans d'autres émissions élaborées, vous allez donner beaucoup d'ampleur explications sur ça. Merci beaucoup. Ok, merci. L'aéroport international de Njili se dote d'une nouvelle ligne pour sa fourniture en courant électrique. Opérationnelle depuis ce dimanche, elle permettra de mettre fin au déficit énergétique et aux coupures intempestives. Jean-René Kiabamba, Fifi Mukundi. Les installations électriques de l'aéroport international de Njili ont vieilli. Suite à cette vétusté, la Régie des voies aériennes vient de lancer une nouvelle ligne de distribution du courant électrique à ce site. C'est l'administrateur délégué général AI de la RVIA qui a supervisé l'opération. Cette alimentation est assurée par des matériels de grande performance. Il s'agit entre autres des disjoncteurs de 600 mètres de câbles et de 2 transformateurs de 630 kVA pouvant desservir tout un quartier de la ville de Kinshasa. À l'instar de ces équipements, ce site aéroportuaire est doté de 2 groupes électrogènes. Le coût de cet investissement est estimé à plus de $200 000 américains. Aujourd'hui, les coupures que nous décrivions il y a quelques temps n'auront plus lieu. Nous pouvons aujourd'hui nous permettre, dans la mesure du possible, à faire atterrir les avions le soir avec le courant ASML suite aux investissements que la RVA venait de consentir ce jour. La délégation a par la suite visité le chantier où l'entreprise chinoise Sino Hydro construit la tour de contrôle, la caserne anti-incendie et les bâtiments techniques. Le constat est que les travaux avancent très bien. Ils prendront fin en mars 2014. Voilà un communiqué commercial. La compagnie aérienne Fly CAA informe son aimable clientèle l'annulation de tous ses vols du lundi 22 avril 2013 et de leur support à une date ultérieure, de leur report plutôt à une date ultérieure qui lui sera communiquée par le service client, la direction commerciale. Un troisième invité, je crois que c'est le tout dernier, il s'agit de M. Anatole Kanyanga. Lui, il est conseiller juridique et fiscal au ministère, au cabinet du ministre des Transports et Voies de Communication. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le conseiller. Voilà, le ministre a présenté dernièrement au Parlement 9 projets de loi portant ratification des conventions internationales des droits aériens. Est-ce que vous pouvez nous résumer le contenu de ces 9 projets de loi? Oui, merci beaucoup. C'est que Son Excellence, Monsieur le ministre des Transports et Voies de Communication, a présenté mardi à la Chambre haute du Parlement 9 projets de loi
demandant l'autorisation au Parlement de ratifier les conventions internationales de droit aérien. Très brièvement, il s'agit, entre autres, de 2 instruments juridiques qui ont été signés au Cap en Afrique du Sud en 2001. C'est la Convention qui porte sur des garanties internationales relatives à l'acquisition des matériels et d'équipements mobiles. Et il y a eu un protocole à cette convention qui règle les questions spécifiques au matériel d'équipement aéronautique. Et donc, c'est-à-dire que lorsque la RDC sera partie à ces 2 conventions, ou à cette convention, à ce protocole, les compagnies aériennes basées sur le territoire congolais pourront accéder au mécanisme international qui est mis en place pour acquérir des matériels adéquats de grande valeur, mais avec des modalités de paiement assez particulières. Alors, il y a aussi 2 conventions qui ont été signées à Montréal en 2009 sur la réparation des dommages causés aux tiers par des aéronefs, qu'il s'agisse des aéronefs eux-mêmes ou qu'il s'agisse d'un acte extérieur, donc un acte d'intervention illicite qui fait intervenir un aéronef. 2 autres conventions signées à Beijing, en Chine, en 2010, pour la répression au point de vue pénal de tous les actes illicites dirigés contre l'aviation civile, et d'autres protocoles qui modifient, qui amendent la convention de l'aviation civile qui a été signée en 1944 à Montréal pour augmenter notamment le nombre des membres du Conseil de l'organisation de l'organisation de l'aviation civile internationale. Voilà, une fois ratifié, quels seront les avantages de ces projets de loi et pour la République démocratique du Congo? Et puis, vous le savez aussi, la République démocratique du Congo, par l'aviation civile, est mal cotée au niveau international. Oui, là, vous posez 2 problèmes différents. Les avantages de la ratification, ensuite, nous sommes toujours mal cotés. Je dirais brièvement que du point de vue des avantages, non, d'abord, il faut noter que l'aviation civile, le transport aérien, offre des perspectives plus que jamais rassurantes pour la République démocratique du Congo. Et pour cause, pour bien gérer ce genre de perspectives, il faut que le cadre juridique soit déjà établi, que la croissance économique de ces secteurs puisse se déployer dans un cadre juridique cohérent. Alors, globalement, il faut que le cadre juridique soit complet. Nous avons la loi de 2010 relative à l'aviation civile. Cette loi, au point de vue interne, a prévu qu'il y ait des mesures d'exécution qui sont aussi nombreuses. Ces mesures d'exécution, pour la plupart, sont déjà prises. Ordonnance du chef de l'État, signée le 21 septembre 2012. 9 décrets signés par le Premier ministre le 2 octobre 2012. Aujourd'hui, Son Excellence, Monsieur le ministre des Transports et des Voies de Communication, s'attelle à signer les autres actes qui relèvent de sa compétence. Ce sont les arrêtés ministériels, interministériels, donc qui seront signés avec d'autres ministres. Là, c'est du point de vue interne. Il y aura une organisation stricte dans tout cela. Naturellement, parce que alors, cette législation au point de vue interne doit être complétée par la législation internationale qui est contenue dans les conventions internationales que le ministre venait de présenter au Parlement. Et donc, tout mis ensemble, nous aurons un cadre juridique cohérent pour gérer le transport aérien qui est éminemment international. Voilà, merci beaucoup, monsieur le conseiller. Merci beaucoup. Ok. Autre chose, Guy Blaise Kitiki, Pascal Kossi et Guilhem Kunga qui ont effectué dernièrement les voyages en Kamba. Nous revenons donc dans cette cité sainte pour les kimbanguistes. Eh bien, nos 3 confrères nous font découvrir cette route boueuse parsemée de vallées et de montagnes que les uns qualifient d'ailleurs de route de calvaire et les autres de route du salut. Suivez ces reportages. La route vers le salut, Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Terre sainte, lieu sacré de prières et de pèlerinage, où les fidèles kimbanguistes et tant d'autres se rendent pour recevoir des bénédictions, les saluts et confesser leurs péchés. Pour y arriver, il faut parcourir plus de 75 km à partir de Mbanzangungu et plus de 250 km de Kinshasa. La route Nkamba, constituée de montagnes, de vallées et de collines, une route sablonneuse mais aussi boueuse. Sous la route d'Nkamba, il n'y a que des véhicules à gros tonnage et des jeeps 4x4 qui ont la facilité de franchir ces obstacles. Les fidèles s'y rendent dans des conditions souvent difficiles pour chercher soit la guérison, soit le salut.
c'est leur chemin de la croix. Un parcours de combattants dans un état de délabrement très avancé, surtout en période de pluie. Les non-habitués la qualifient de la route du calvaire. Les fidèles kimbanguistes la considèrent la route du salut, afin d'atteindre la Terre Sainte pour les saluts. Pour sa réhabilitation, la tradition kimbanguiste exige qu'elle perdra son sens de la route du salut. Donc, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mon ami Ray, la suite du programme. En séjour à Namoya, allais-je dire, nous sommes là dans la province du Maniema. Le gouverneur Pascal Toutou Saloumou n'a pas hésité de rappeler à la population que la société Banro doit jouir de ses droits acquis depuis 1997. C'était une façon d'inviter les créateurs artisanaux à libérer la concession minière de cette société. Bolemba Bolemba pour le reportage. La concession minière de la société Namoya Mining à Salama-Bila, dans le territoire de Kabambare, au sud du Maniema, doit être libérée dans les meilleurs délais, pour ne pas dire le plus vite possible, par les creuseurs artisanaux, et ce, avant que le pouvoir coercitif n'intervienne vis-à-vis des récalcitrants. Dans ses propos, le gouverneur Pascal Toutou Saloumou a joué à l'apaisement pour les deux parties, société Banro d'un côté et les creuseurs artisanaux de l'autre. Dans sa démarche, le chef de l'exécutif provincial a pris soin de consulter différentes couches de la population locale, tout en demandant construction des routes, des écoles et d'autres infrastructures sociales de base de nature à favoriser la vie des populations locales. Banro devra aussi octroyer des postes de travail aux fils de Kabambare en particulier et du Maniema en général. La question de relocalisation des creuseurs artisanaux et leurs familles affectées par les projets Banro a longtemps divisé la communauté locale et la société. Les creuseurs artisanaux qui ont trouvé à ce jour un nouveau périmètre d'exploitation au village Matete, à 25 km de Salamambila, sur la route de Bukavu, réhabilité par la société Banro, vont désormais vivre avec deux coopératives, une minière et une autre agricole. D'une province à une autre, la ville de Kananga, chef-lieu du Kasaï occidental, a abrité du 12 au 13 avril 2013 dernier les travaux de la bipartite Kasaï occidental RDC et Lunda Nord Angola, au menu des questions liées à la sécurité, à la défense et à l'ordre public. Commentaire Patrick Kyungu. La partie congolaise à ses assises avait à sa tête le gouverneur de province Alex Kandé Mupompa, tandis que celle de l'Angola forte de 30 membres était conduite par le gouverneur de Lunda Nord, Ernesto Mwangala. Pendant 2 jours, les deux parties ont passé au peigne fin quelques problèmes liés à la sécurité, à la défense et l'ordre public, à l'économie et au social. Ces réflexions ont conduit à la formulation de plusieurs résolutions qui se trouvent consignées dans le communiqué final. Dans son mot de clôture, le chef de l'exécutif provincial a de vive voix remercié son homologue Ernesto Mwangala pour l'intérêt accordé à la tenue de ses assises. Alex Kandé Mupompa s'est dit heureux de l'aboutissement de ce long processus qui engage les deux provinces voisines sur une nouvelle piste de coopération. Il conviendrait de signaler que ces travaux de la bipartite Kasaï occidental, République démocratique du Congo et Lunda Nord de l'Angola, initiés par la province haute, est la première rencontre qui s'inscrit dans le cadre de concertations permanentes et de coopération interprovinciale entre ces deux entités qui partagent des frontières communes. C'était dans un climat de satisfaction et de convivialité que les travaux se sont clôturés. Revenons à Kinshasa pour vous dire que le président de la Confédération de personnes vivant avec handicap n'est pas resté indifférent après que l'Assemblée nationale ait adopté le projet de loi des droits de personnes vivant avec handicap. Il a aujourd'hui dimanche 21 avril 2013, avec le tête d'affiche de cette corporation, présenté ses remerciements au gouvernement et reste rassurant, comme nous le dit notre confrère Duval Jean Mambakachala. C'est indéniable que tout Congolais a l'obligation de se considérer comme un acteur de développement dans son domaine d'activité. Dans l'accélération que met la République démocratique du Congo dans le processus de ratification de la Convention relative aux droits des personnes vivant avec handicap. Le vendredi 20 avril, l'Assemblée nationale reçoit les représentants de la Confédération des personnes vivant avec handicap venus déposer un mémo à titre de la première contribution
aux travaux sur la ratification, aux travaux sur la convention relative à leurs droits. Dans le Parlement, les avantages sont nombreux. Mais aujourd'hui, d'abord, c'est de dire tout haut, à voix très non, au comité exécutif, au nom des personnes vivant avec handicap de toute la République démocratique du Congo. Nous voulons dire merci, non seulement au gouvernement qui a transmis ce projet de loi, au Parlement qui a autorisé la ratification de cette loi. C'est une grande victoire pour nous, personnes vivant avec handicap. Le président Martin Kandaonyangonga a réuni à ce sujet les têtes de la Confédération à leur siège de Kasavubu, une occasion de remercier le gouvernement, initiateur du projet, et le chef de l'État qui reste attentif à leur action et attente en tant que personne à part entière. Parlons santé à présent, un soulagement pour le médecin qui vient de bénéficier de véhicules pour leur mobilité. C'était en présence du ministre de la Santé, Félix Kabange-Numbi. Le SINAMED se félicite du processus qui est à sa 9e livraison. Rodé Panda pour le reportage. Le lot de 45 véhicules destinés aux médecins membres du SINAMED constitue la 9e livraison. Selon le docteur Fabien Djokou, chargé de contrôle et vérification, 452 véhicules sont déjà livrés depuis le mois d'août 2012, date du début de l'opération. Le docteur Mankoy Badjoki, secrétaire général du SINAMED, a exhorté le médecin au respect des engagements dans les cotisations pour procurer la satisfaction à toutes les parties. Le ministre de la Santé publique, le docteur Félix Kabange-Numbi, a salué cette initiative des médecins et le respect avec lequel ils ont agi sans heurts ni perturbation durant l'opération. Je voudrais profiter de l'occasion pour rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, son excellent Joseph Kabila Kabange, lui qui a cru à la proposition du SINAMED et dont le geste salutaire a été l'élément déclencheur qui permet aujourd'hui aux médecins de Kinshasa d'acquérir leur véhicule. Les bénéficiaires, voyant ces rêves se concrétiser, ont manifesté une joie immense. Les médecins ont une particularité, c'est d'être régis, 1, par le code de déontologie, 2, par le règlement de l'hôpital, 3, par les lois du pays. Bien voilà, nous allons terminer ce journal avec ces reportages. Le service du protocole de la présidence de la République a perdu plutôt son chef de service adjoint, M. Willy Owanga. Son inhumation est intervenue aujourd'hui au cimetière de Beseke Fouti où des hommages lui ont été rendus. Jacques Moukaleng Wakal, Beno Moussoya. Journée sombre au cabinet du chef de l'État en deuil. Willy Owanga de la direction du protocole du président de la République a tiré sa révérence. Des hauts cadres, des cadres et agents de la présidence de la République, tout de noir vêtus, avec en tête le directeur des cabinets adjoints, Yav Moulang, entouré des conseillers principaux, se sont rendus à la mort de la clinique Ngaliema en plein cœur de Kinshasa, pour rendre un dernier hommage à feu Willy Owanga qui a rendu l'âme des suites d'une maladie. C'est un samedi morose qui a été marqué de pleurs ruisselants au fil des heures sur les visages de ses proches, amis et connaissances, y compris des anonymes. Le directeur des cabinets adjoints du chef de l'État et sa suite en file indienne et d'autres personnes se sont recueillis devant la dépouille mortelle, un moment d'immense chagrin après la mise en bière de Willy Owanga que Dieu a rappelé à lui. Il était 11 heures quand la tristesse a enveloppé l'atmosphère à la mort de la clinique Ngaliema. Le recueillement et la veillée mortuaire ont été organisés à la commune de Bandalungwa. Bien des gens ont compati aux douleurs qui secouent la famille Owanga affligée. La journée a été bouleversante. Des personnes présentes se succédaient pour un dernier hommage en vue de l'accompagner à sa dernière demeure. Dans la foulée, Patrick Oïdi, frère du défunt, a remercié de tout cœur la présidence de la République d'avoir assisté la famille, sans oublier d'autres personnes de bonne volonté. Quinquagénaire, Willy Owanga a été l'un des groupies du sérail présidentiel, modèle de loyauté et de sacrifice que la révolution du 17 mai a déniché à Kinshasa en mai 1997, sous le règne de Mzee Laurent Désiré Kabila, figure emblématique. Il a ainsi mérité de la patrie.
La cérémonie funèbre a continué de plus belle le dimanche matin à Bandalungwa après la veillée mortuaire. Le conseiller principal du chef de l'État, Masuga Rugamika, a déposé la gerbe funéraire au nom des cadres et agents de la présidente de la République. Au même moment, d'autres responsables, proches, amis et connaissances ont déposé les leurs au cours de cette procession. La prière a été dite pour implorer l'Éternel. Des témoignages sur l'illustre disparu et de remerciements au cabinet du chef de l'État et aux hommes de bonne volonté ont été suivis avec attention. La compassion spontanée des uns des autres à la famille Owanga éprouvée a fleuri dans le chagrin vivement ressenti. C'est la solidarité qui a réconforté toute la communauté et la direction du protocole du président de la République en deuil. Marques de gratitude et de douleur se sont mêlées en ce moment de dure épreuve. Et enfin, l'inhumation au cimetière de Bensekefouti, Nouvelle Cité, en lisière de Mongafula le dimanche. L'amour du prochain et la miséricorde de l'Éternel, que chacun a répété, ont renforcé les oraisons funèbres au moment de la mise en terre devant une impuissante assistance, éplorée, désarmée et plus encore stupéfaite devant le mystère de la mort qui tient l'homme dans ses serres et le saisit aux tripes, pendant que de fleurs détachées de la couronne, glissant de main, voltigeaient dans la tombe pour couvrir les cercueils. C'était déjà un adieu à notre cher Willy Owanga. Son âme repose en paix et la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Parcourons rapidement cet avis d'appel d'offres internationales émanant du ministère des Transports et Voies de Communication. Objet acquisition de 250 minibus neufs au profit des propriétaires de véhicules de transport en commun à Kinshasa. Le présent avis d'appel d'offres est consécutif à l'approbation du plan de passation de marché public du ministère des Transports et Voies de Communication par la Direction générale du contrôle de marché public le 27 février 2013 et obéit aux prescrits de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public ainsi que ses mesures d'exécution. L'opération d'acquisition de ces 250 minibus neufs est intégralement financée par le gouvernement qui mettra par le biais du ministère des Transports et Voies de Communication et sous forme de crédit contractuel les 10 véhicules à la disposition d'opérateurs privés de transport en commun réunis au sein de l'association de propriétaires de véhicules de transport en commun APVECO pour la ville de Kinshasa dans une première phase. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'appel d'offres complet à l'adresse suivante: ministère des Transports et Voies de Communication 6 au numéro 117 boulevard du 30 juin, boulevard SCPT ex-Onatra à Kinshasa Gombe, contre un paiement en espèces non remboursable de 1 million de francs congolais. Les offres sont soumises à l'adresse ci-dessus au plus tard le samedi 18 mai 2013. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Elles seront ouvertes en présence de représentants de candidats présents dans la salle de réunion du cabinet du ministre des Transports et Voies de Communication le 8 mai, allais-je dire, 2013. Elles comprennent une garantie d'offre d'un montant équivalent à 1% du montant du marché et devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de soumission. Ces communiqués est signé par le ministre du Transport lui-même, Maître Justin Kalumba Mwana Ngongo. Voilà, vous aurez donc à la fin de ce journal 2 pages magazine. La première page, ce sera sur la signature d'un accord général de coopération entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et celui du Soudan du Sud. Les travaux, nous l'avons dit, se sont déroulés pendant 3 jours au Grand Hôtel Kinshasa. Deuxième page magazine, ce sera sur les opérations gratuites pour les personnes vivant avec de malformations, et ce grâce à Madame Olive Lembe et Kabila. Voilà, fin de ce journal, Mireille. La suite des informations, c'est un peu plus tard à 23h, Guy Blaise Kitiki, et demain 7h, Jojo Ndibou. Voilà, excellente suite de programme sur la télévision nationale. Merci.
Singa